bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci de votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être là devant vous ce soir. Donc, en quelques mots, on peut faire la transition avec vraiment l'excellente présentation qu'on vient de voir. Non, je n'en ai pas besoin. En fait, en l'occurrence, tu parlais de révolution numérique, à juste raison. Moi, je parlerai aujourd'hui de quatrième révolution industrielle. Ce n'est pas Jean-Philippe Desbioles qui en parle, ce n'est pas IBM qui en parle. Simplement, il y a déjà 2 ans, à la suite du forum de Davos, il y a 2 ans, ils avaient déjà dit que nous étions rentrés, selon eux, dans ce qu'ils appelaient la quatrième révolution industrielle. Ceci étant, pour prendre un peu de recul, si vous regardez, tout ça est public, donc si vous êtes un peu curieux, regardez sur le site internet, vous verrez un petit peu les travaux qui étaient ressortis à l'époque. Et l'IA fait partie intégrante de cette révolution industrielle. Ceci étant, une révolution industrielle, c'est-à-dire quelque chose qui provoque un changement drastique et majeur, et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. Nous parlons d'un changement drastique et majeur. Ne vous faites pas berner par le hype. Oui, il y a du hype, oui, il y a du marketing, mais si vous croyez que c'est conjoncturel, vous vous trompez. C'est, de mon point de vue en tout cas, extrêmement structurel. Donc c'est un sujet qui est juste capital à appréhender, à comprendre, si on veut pouvoir le maîtriser et en tirer et rentrer dans un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Donc cette révolution industrielle, elle est la résultante d'une combinatoire de technologies dont l'IA fait partie. Je pense que dire que l'IA c'est l'alpha et l'oméga de cette révolution industrielle, ce serait excessif et je ne m'y retrouve pas. Ceci étant dit, l'IA plus l'IoT, plus le cloud, plus la mobilité, plus la data, tous ces vecteurs-là qui arrivent au même moment à un degré de maturité qu'on n'avait encore jamais connu dans le monde des technologies depuis à peu près un siècle, provoquent un changement juste majeur. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Le deuxième point que je souhaitais partager avec vous, c'est que vous pourriez maintenant me dire, bon Jean-Philippe, ok, c'est ton point de vue sur le contexte, ton tact, après je vous laisse votre libre arbitre et votre jugement, mais comment tu qualifierais l'IA, puisqu'il y a autant de définitions de l'IA que d'individus, et c'est peut-être bien. L'IA, je le définirais, et ce n'est pas de moi, je rends à César ce qui est à César, en 4 mots, d'une revue qui s'appelle la revue Wired aux États-Unis. J'ai passé 2 ans de ma vie à New York, donc on a un centre à New York et un centre à San Francisco. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Et avant de prendre mon avion à San Francisco pour repartir à la maison, je prends une revue, et le titre c'était La fin du code, The End of Code. C'est le meilleur executive summary que je n'ai jamais vu sur l'IA. Pourquoi ? Parce que la fin du code, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Le monde de programmation, pour faire très court et synthétique, c'est un monde quelque part qu'on a connu depuis maintenant effectivement un siècle dans l'informatique, et c'est un monde d'exécution. Vous expliquez à quelqu'un ce que vous voulez, un informaticien essaie de comprendre, design un programme, run le programme, débug le programme, met en production le programme, pour faire très court. Ça, c'est le monde d'avant, monde de programmation, d'exécution. Le programme fait ce pourquoi il a été designé. Point barre. En espérant qu'il le fasse bien. Le monde où on va est un monde d'apprentissage. Vous, au sens propre du terme là cette fois, vous devrez un jour, à court terme, moyen terme, long terme, devoir apprendre à former une machine, au même titre que vous formez vos collaborateurs aujourd'hui, vos collaboratrices. Vous allez devoir passer du temps pour former une machine à appréhender des situations dans votre ligne de métier. C'est ce que je fais maintenant depuis 8 ans dans le monde entier. J'ai été basé en Asie, j'étais basé aux États-Unis, je suis de retour en France il y a 2 ans. Le processus d'apprentissage est fait, entre autres, par des hommes et des femmes d'un métier donné qui vont devoir passer du temps pour apprendre learning à une machine à fonctionner, à faire quelque chose. Donc on passe d'un monde très finalement prévisible, programmation, à un monde où 3 valeurs sont importantes, la connaissance, le savoir, l'expertise, le savoir-faire, et d'une certaine manière, la personnalité avec le savoir-être, puisque ces machines commencent à se doter potentiellement d'une certaine empathie. Alors ensuite, on va aussi se calmer sur le degré de maturité que nous avons aujourd'hui. J'essaierai d'être toujours très honnête dans ce que je dis, mais on est bien sur ces différents aspects-là aujourd'hui dans le monde de l'IA. Le troisième point que je souhaitais évoquer, je me suis fait une petite liste de points que j'essaie de suivre pour raconter une histoire qui, je l'espère, vous intéresse et surtout est assez exhaustive, même si je dois être très rapide dans mes propos. Si maintenant on disait, bon, ok, je commence à comprendre maintenant ce que c'est que l'IA, ou du moins j'ai votre perspective, où est-ce qu'on va ? Alors où est-ce qu'on va ? Là, vous allez maintenant comprendre pourquoi l'IA, pour moi, est un mot qui n'est pas le bon. On l'emploie et on va continuer à l'employer parce que c'est un mot qui fait effectivement maintenant référence, mais je pense que ce n'est pas le bon mot. On devrait parler de système cognitif et non pas d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée. On devrait parler de système cognitif. Pourquoi ? Parce qu'on est bien sur une notion cognitive avec ces systèmes. Et il y a 6 thèmes à retenir. Les IA aujourd'hui, les plateformes d'intelligence artificielle, dont Watson fait partie, celle que je représente au travers IBM, ça couvre 6 grands domaines. 1, tout le thème de langage, donc toute la partie sémantique, compréhension sémantique d'une phrase, l'intention. L'être humain a une caractéristique fantastique, c'est qu'il peut vous dire de 300 manières différentes la même chose. Je vais changer mon vocabulaire, ma façon de parler en fonction de mon objectif, de vous, de moi, de mon mood, mais à la fin des fins, ce que je vais vous demander aura toujours été la même chose.
Ça, c'est le langage. La voix, parce que ce que vous entendez en ce moment, speech to text, text to speech. La vue, les yeux, la reconnaissance visuelle, je vous vois, vous me voyez. Donc ça, c'est un sens qui est important. L'empathie, la partie émotion, la partie ton. Est-ce que je suis joyeux, pas joyeux, triste, sympa, cool, pas cool, etc. Donc c'est toute la partie sentiment. La gestion des connaissances, ce qu'on appelle la gestion des savoirs, et le raisonnement. Et ces 6 thèmes-là, si vous les prenez un par un, je ne vais pas le faire ce soir, c'est un peu pénible, mais quoique passionnant, les systèmes cognitifs, les plateformes d'intelligence artificielle vont se structurer et se structurent d'ores et déjà autour de ces 6 grands thèmes. On est loin des systèmes purement structurés, quantitatifs, analytiques. On est loin simplement de la partie langage, je comprends ce que la machine me dit ou je comprends ce que l'être humain me dit. On est sur une notion qui est vraiment une dimension cognitive, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est ce vers quoi nous allons en poussant les capacités de ce type de système qui doivent délivrer quelque chose qui combine tout ou partie de ces systèmes que je viens d'identifier. L'autre point qui est important, et c'est un point de vue personnel, et je le partage avec vous, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, surtout en France, depuis que je suis rentré, on est très quand même cartésien, et c'est une localité qui est reconnue d'ailleurs internationale. On produit d'excellents ingénieurs, d'excellents data scientists, dont beaucoup s'exportent, et certains reviennent. C'est bien, c'est fine, et j'entends encore parler il y a 24 heures qu'on va remettre le paquet sur les mathématiques avec la méthode dite de Singapour. J'ai passé 3 ans de ma vie à Singapour, mon fils était scolarisé, donc le système de Singapour, ça ne s'arrête pas aux mathématiques. Hein. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que les 6 thèmes que je viens d'évoquer, ce n'est pas que des maths. Hein. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aujourd'hui à la nécessité de créer des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes femmes, qui ont une pluridisciplinarité très forte, qui allie à la fois des hard skills et des soft skills. Oui, les maths sont importants, je ne dis pas le contraire, qu'il n'y ait pas de malentendu de mes propos, mais Dieu sait si l'empathie, l'esprit critique, la capacité de raisonner, la capacité d'analyse est capitale et sera de plus en plus capitale pour aller vers une complémentarité entre l'homme et la machine. Et c'est Jack Ma qui, encore une fois, cette année à Davos, a fait un discours remarquable que je vous invite à regarder. Je ne vais pas faire la synthèse du discours qu'il a fait. Quand il a fait un discours sur l'éducation et hard skills, soft skills, en substance, il nous dit les machines aujourd'hui déjà nous surpassent sur un certain nombre de capacités. C'est factuel, ce n'est pas un jugement de valeur, il n'y a pas d'émotion à avoir, c'est un fait. Donc il faut le prendre en compte. On ne peut pas commencer toujours à débattre sur cet élément-là. Ceci étant, dans le même temps, nous excellons, nous, êtres humains, nous excellons dans des domaines sur lesquels la machine est nowhere. Donc c'est bien dans un travail de complémentarité de l'un qui sait utiliser l'autre qu'on va tirer le meilleur profit de l'application de l'IA dans les métiers et dans le business. Maintenant, on va passer au cas d'application concret, puisque je n'en voudrais pas rester un discours académique, et vous seriez en droit de me dire, Jean-Philippe, ok, très bien, en France, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le domaine de l'IA appliqué au business? J'y viens. 3 domaines fonctionnels dans lesquels nous travaillons beaucoup, et que je vais essayer d'illustrer par des exemples très concrets. Le premier domaine qui est touché par l'IA, c'est tout ce que j'appelle moi l'expérience client, c'est-à-dire en fait toutes les activités qui consistent à un moment donné, au niveau marketing, au niveau relations clients, de créer un nouveau parcours client. Ce parcours client jusqu'à maintenant a été plutôt bien fait, on l'a poussé avec des mobile apps sympas, avec des sites internet assez sexy, la gamification, etc. Et on a poussé nos technos assez loin, mais on est au taquet de tout ça. Et on voit que l'IA nous ouvre un nouveau champ d'investigation qui est juste énorme, parce qu'on va pouvoir commencer à retravailler une qualité de la relation client beaucoup plus interactive, beaucoup plus ludique, beaucoup plus naturelle, au sens langage naturel, qu'on ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc on va assister au fur et à mesure à un changement drastique de ce qu'on appelle la partie UX, UI, User Experience, User Interface. Tout ce que vous connaissez, tout ce que nous connaissons jusqu'à maintenant, va dans les 10, 15 ans radicalement changer, notamment de par l'impact de l'IA sur ce que je viens de dire, notamment avec l'essence du langage, de la voix, de la vue et de l'empathie. Vous commencez maintenant à reboucler les systèmes avec ce que je suis en train de vous dire. Typiquement en France, vous savez qu'on travaille pour Orange Bank. Alors, je ne sais pas s'il y a des clients Orange Bank dans la salle, en tout cas je vous le souhaite, mais vous pourrez apporter votre propre appréciation sur le service qui est délivré sur l'agent conversationnel. Derrière, c'est aussi une notion d'IA qui interagit avec le client, mais qui peut également interagir avec un être humain. Donc il y a bien une complémentarité omnicanale, mais il y a bien à un moment donné une relation avec une intelligence artificielle qui en l'occurrence là est Watson. Deuxième domaine qui est impacté très fortement par l'IA, c'est tout ce qu'on appelle en fait finalement comment est-ce que j'arrive à scaler l'expertise d'un petit nombre de sachants dans cette salle vis-à-vis d'un plus grand nombre. Si je suis capable dans cette salle-là, avec vous tous, vous serez peut-être un peu nombreux pour faire l'exercice, de capitaliser sur vos expertises respectives et de mettre à disposition cette expertise-là sur 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, 100 000 experts comptables dans le monde, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que les systèmes cognitifs doivent être formés par vous, supervisés par vous,
et on met à disposition, c'est ce qu'on a fait dans la médecine, hein, Dieu merci d'ailleurs pour tout un chacun entre nous, hein, pour mettre à disposition de gens une expertise qui était détenue par un tout petit nombre de gens, mais tout le monde ne peut pas se payer le professeur sur un cancer spécifique dans un hôpital de New York. J'ai beaucoup travaillé en Asie, je vous l'ai dit, en Thaïlande. On a mis en place des plateformes qui avaient été formées, coachées, éduquées par des professeurs aux États-Unis, en l'occurrence au Memorial Sloan Kettering Hospital de New York, qui est le Gustave Roussy new-yorkais, si je puis dire, pour faire très vite. Et en fait, on a mis à disposition dans un hôpital en Thaïlande pour aider des patients qui étaient malheureusement traités pour des cancers. Le deuxième point qui est important dans la partie, donc on travaille sur des sujets qui sont quand même importants. Le deuxième point qui est important, pour prendre une décision aujourd'hui, je le dis synthétique, on travaille avec 20% des data dont on a besoin, on nommait on nommait 80% des data dont on aurait besoin pour prendre la bonne décision. Pourquoi ? Parce que ces data jusqu'à maintenant étaient tout simplement inexploitables. C'est ce qu'on appelle les données dites non structurées. Le non structuré, c'est les fichiers son, les fichiers images, c'est ce qu'il y a dans vos documents, dans vos rapports, dans vos réglementations, dans vos textes, et Dieu sait s'il y en a. Maintenant, enfin, grâce à l'IA, on a des systèmes qui, by design, sont capables de lire et de comprendre ce type d'informations, d'en extraire des insights et de les réinjecter dans des systèmes de recommandation vis-à-vis de clients. Donc on a enfin finalement levé le loquet qui était jusqu'à maintenant extrêmement pénalisant pour nous sur 80% des datas qui sont là, elles ne sont pas à créer ces datas, on est assis dessus. Simplement, elles étaient juste inexploitables au regard de la maturité des technologies. Et l'IA, de ce point de vue-là, nous ouvre un champ d'investigation absolument incroyable et colossal. Dernier domaine d'application, risque, conformité, réglementation. Donc là aussi, c'est parti sur des clients français, où maintenant, on commence à ingérer ce qu'on appelle l'ingestion, ce n'est pas un terme très élégant, mais on ingère au sein de Watson un corpus d'informations réglementaires, de procédures, de textes de loi, de codes. Et le système, parce qu'il est capable d'ingérer sans aucune limite de capacité d'information, mais aussi de lire et de comprendre ces informations, on permet à des hommes et des femmes sur certains types de métiers de vérifier que ce qu'ils font est bien conforme avec ce avec quoi ils doivent être conformes. Donc voilà, de manière très synthétique, les trois grands domaines d'application qu'on a dans l'IA de manière industrielle. Dans la deuxième famille de tout à l'heure, on a déployé Watson sur 20 000 collaborateurs du groupe Crédit Mutuel, par exemple. Tout ça, c'est public, vous pouvez lire dans les journaux, c'est factuel. C'est Watson at work, c'est-à-dire que tout le discours qui consiste à dire l'IA, c'est demain, c'est faux, l'IA, c'est déjà aujourd'hui, et la France, de ce point de vue-là, n'est pas en retard. De ce point de vue-là, en termes d'application, je parle. Hein. Je ne parle pas en termes de fournisseur de services, qui est encore un autre débat et un autre critère d'analyse. Ceci étant dit, on parle beaucoup de data, et surtout en France, là encore, deuxième surprise, data, 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 data. Ma conviction profonde, c'est qu'on aura besoin de moins en moins de data. Là, j'en viens à une conviction personnelle qu'on peut challenger, mais l'avenir de l'IA, nos capacités et nos efforts de R&D doivent porter sur le fait qu'on doit avoir demain besoin de moins en moins de data pour tirer des leçons, des apprentissages d'un domaine fonctionnel donné. Et c'est ça où l'IA marquera vraiment, encore une fois, des marges de progrès importantes, parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de 10 000 photos de chat pour comprendre que c'est un chat, parce qu'en l'occurrence, l'enfant, lui, n'a pas besoin de 10 000 photos de chat. Il a une capacité de voir un chat, et ensuite, par extrapolation, il aura une probabilité très forte de ne pas se tromper quand il verra un autre chat. S'il se trompait sur le deuxième chat, le troisième sera certainement à 100%. D'accord ? Et ça, c'est un phénomène qui est très important que vous devez comprendre. La France, et encore une fois, c'est une conviction personnelle, je peux me tromper, on parle beaucoup de data. Je pense qu'on ferait beaucoup plus de parler de capacité, de puissance d'algorithmie, plutôt que de data. Le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est 3 leçons de Slurm. J'en ai choisi 3, j'en ai pu choisir un tas d'autres. Le premier point, c'est en termes d'apprentissage personnel, c'est petit 1, ne pas overseller l'IA, ne pas survendre l'IA. La pire des choses, ça a été, et c'est peut-être toujours, de survendre les capacités de l'IA. Il faut revenir à ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et je trouve tout à l'heure la présentation sur cette notion déjà de cette distinction entre l'IA faible, l'IA forte est extrêmement importante à faire, parce qu'autrement, encore une fois, on fait la boîte de fantasmes, on a un côté anxiogène, et le côté anxiogène, ça paralyse, la peur paralyse. Au contraire, on doit embrasser ce qui est en train de se passer, et surtout la France, pour devancer maintenant et devenir un leader dans ce domaine-là. Et là, je vois une évolution incroyable depuis 2 ans positive, à la fois politique, à la fois publique, à la fois au niveau des hommes et des femmes que je rencontre. Il y a une prise de conscience qui s'est passée dans un état d'esprit beaucoup plus... On prend les choses en main plutôt que de se réfugier derrière en fait, une protection pseudo-anxiogène ou pseudo-juridique et réglementaire qui un jour de toute façon finira par péter. Le deuxième point, enfin en tout cas c'est mon point de vue, le deuxième point que je souhaite évoquer, retenez bien cette phrase-là, de l'utilisation naît la performance. Je vous la fais courte. Un système informatique jusqu'à maintenant, que vous l'utilisiez ou pas, ne changera rien à sa performance.
C'est votre problème, si vous l'utilisez ou pas. Un système d'IA, si vous ne l'utilisez pas, sa performance chute drastiquement. Pourquoi? Parce qu'apprentissage. C'est comme un être humain. Si vous ne stimulez pas un système d'IA, si on ne stimule pas un individu, cet individu régresse. L'IA est exactement pareil, c'est-à-dire qu'elle doit être stimulée, on doit travailler avec elle pour pouvoir que la performance, au sens statistique du terme, croît avec l'utilisation. Donc l'utilisation est juste capitale. Capitale. Le dernier point, je finirai par ça, c'est l'éthique. Pour moi, c'est fondamental. Et à titre personnel, d'abord, je me pose des questions et j'agis en conséquence, en fonction de mes propres valeurs et ce en quoi je crois. Au titre de ma société, c'est ce que nous faisons également. Et je pense que ce souci-là est assez partagé d'ailleurs, et ça c'est positif. On doit faire attention au sens positif du terme à ce que nous faisons, parce qu'il y a une jolie phrase qui dit un jour « à grand pouvoir, grande responsabilité ». Nous sommes face à un sujet effectivement qui a de très grands pouvoirs, qui est très impactant, très disruptif. Il faut donc qu'on ait toujours un sens du purpose, un sens de l'éthique dans ce que nous faisons, avec la transparence, la confidentialité et surtout les propos et les sujets que nous traitons au travers de l'IA. Et ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement important dans ce que nous faisons, car encore une fois, l'IA sera ce qu'on en fera. Un grand merci.